8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. La terre a tremblé hier dans la nuit dans la province de Ouazzane. Une secousse tellurique de magnitude 5,2 a été signalée dans la commune de Briksha, sans faire de blessés ni de dégâts. Le ressenti des habitants et les explications d'un sismologue. Dès l'ouverture du journal. Leader africain de la décarbonation des transports, le Maroc abrite un événement majeur de la transition verte. Green Impact Expo Summit 2025 a ouvert aujourd'hui ses travaux à Casablanca. Les solutions de décarbonation en Afrique sont au cœur des débats. Une végétation dense et variée, voici le décor qui domine les champs agricoles du Moyen Atlas. Dans la province d'Ifrane, l'état végétatif augure d'une récolte abondante, fruit des dernières précipitations salvatrices. Bonsoir, il était 23h, passé de 48 minutes hier soir quand la terre a tremblé. Une secousse tellurique de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter a été ressentie dans la province de Ouazzane. L'épicentre du séisme a été localisé dans la commune de Briksha. Fort heureusement, la secousse n'a fait ni dégâts ni blessés. On fait le point avec notre correspondante, Fenna Chakar Alaoui, Amine Gnouni, le récit est de Sofia Fkrout. La nuit a été longue. Ici, dans la commune de Briksha, dans la province de Ouazzane. C'est l'épicentre de la secousse de magnitude 5,2 qui s'est produite à 23h48, très exactement. Dans la foulée, les autorités ont effectué des tournées. Objectif, évaluer l'impact sur les constructions et s'enquérir de l'état des habitants. Nous avons senti une secousse. Elle a duré une dizaine de secondes. Dieu merci, il n'y a pas eu de cas de blessures, ni de dégâts matériels. Les autorités sont arrivées sur place rapidement. Il n'y a pas eu de dégâts. Il était presque minuit quand la terre a tremblé. Les habitants se sont précipités dehors. Nous avons vérifié dans les environs et discuté avec d'autres habitants. La situation est normale. Certains habitants se sont réveillés et sont sortis pendant 5 à 10 minutes. Du moment où il n'y a pas eu d'autres répliques, ils sont rentrés chez eux. La commune compte un peu plus de 8700 habitants. À l'issue de leur tournée, les autorités n'ont pas relevé de dégâts matériels. De son côté, le ministère de l'Équipement et de l'Eau a indiqué dans un communiqué n'avoir constaté aucun dégât au niveau des infrastructures routières et des installations hydriques suite à ce tremblement de terre. Nous nous sommes vite déplacés sur les lieux. Les autorités ont inspecté les habitations dans lesquelles certains dormaient encore. Nous n'allons pas quitter l'endroit jusqu'au lever du jour. Le choc a été ressenti sur des distances importantes, jusqu'à 350 km à la ronde. Les habitants de Taza à l'est, Tanger au nord, Casablanca et El Jadida au sud ont également vu la terre trembler sous leurs pieds. C'est que la zone de l'épicentre est particulière. Ces secousses telluriques, dans ce contexte sismotectonique, une zone au voisinage ou interface entre la plaine du Gherb et la chaîne du Rif à côté, une zone de contact de ces domaines géologiques, connaît de temps en temps des secousses telluriques, mais qui dépassent rarement la magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Cette fois, on a eu ce choc avec magnitude 5,2, donc c'est relativement plus fort, mais il reste dans la classe des séismes modérés. Une secousse modérée qui aura fait plus de peur que de mal. Une frayeur qui a surtout coûté à quelques-uns une petite attente sous la fraîcheur d'une nuit d'hiver. Monsieur Hassan Kilali nous rejoint en direct depuis Agadir. Bonsoir, vous êtes le directeur de la station sismique éducative Princesse Lalla Aïcha d'Agadir. En tant que spécialiste, comment expliquez-vous ce tremblement de terre survenu dans la nuit d'hier? Quelles sont les causes qui ont provoqué ce mouvement du sol d'un point de vue géologique? Alors bonsoir et bonsoir à tout le monde et bonjour à vous. Et donc la zone où la secousse a eu lieu, le nord du royaume, c'est une zone sismique par excellence.
c'est la première zone du Maroc par la fréquence des séismes. Il y a toujours des petits séismes que les gens ne sentent pas. Mais cette fois, la secousse a été de 5. Il y a 5 ou 6 secousses avant celle-là, mais avec une magnitude, ou la force, une magnitude de 4. Et donc c'est normal, du point de vue géologique, qu'il y ait des séismes dans toute la zone, dans tout le sud de la Méditerranée. Et donc, ce qu'on a constaté, et donc, comme j'ai dit, la première zone sismique, c'est là, c'est le nord du Maroc. Et puis, la deuxième zone, là où je suis maintenant, dans la plaine du Sus. Et puis, à un certain moment, il y a le Houz qui est sorti du lot. Personne ne s'attendait à 7, une magnitude 7 dans le Houz. Et donc, ça sera sûrement pas le dernier séisme. Justement, au lendemain de ce tremblement de terre, Monsieur Kilali, au lendemain de ce tremblement de terre évalué, rappelons-le, à une magnitude de 5,2, les Marocains s'inquiètent de l'éventualité de nouvelles secousses. Doit-on s'attendre à de possibles répliques et si oui, de quelle ampleur ? Alors on ne peut pas répondre s'il y aura on ne peut pas répondre s'il y aura des répliques. Mais moi personnellement je pense pas. C'est quand même une secousse, un séisme, comme a dit M. Jbour, modéré, faible à modéré. Donc c'est une secousse très moyenne. Et donc par contre la grande secousse de Houz, on assiste encore aujourd'hui à des répliques. Même si le séisme a été le 8 septembre 2023. On assiste encore à des répliques. Mais c'est un grand séisme, celui du Houz. Alors, avec une magnitude de 5, avoir des répliques, moi je dis peut-être, mais c'est pas très convaincant comme réponse. Monsieur Kilali, peut-être qu'on n'aura pas de réplique. Vous venez justement de le mentionner. On sait que l'Est de la Méditerranée est une zone à risque. La Turquie, en l'occurrence, a connu en 2023 un séisme dévastateur. Plus récemment, la Grèce est secouée par des centaines de séismes à répétition. Notre pays n'est pas exclu de ce phénomène qui fait vaciller la tectonique du bassin méditerranéen. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser l'effet de la Grèce. Le Santorin, on sait très bien maintenant que le Santorin est dévasté par une sismicité, des séismes qui ne s'arrêtent pas. On sait que les gens ont été évacués. On sait que l'activité touristique a été arrêtée. Comparer notre situation à celle de la Turquie ou de la Grèce, je ne peux pas m'aventurer, moi, pour dire qu'on aura la même chose, mais on a une sismicité, généralement au Maroc, c'est une sismicité faible et modérée, et donc ça reste dans les normes. Le séisme d'hier, ça reste dans les normes. C'est pas vraiment un grand séisme. Bien sûr, la peur et le désarroi des gens, ça dépend des gens. Mais il y a toujours un côté positif, c'est que les gens qui ont vécu hier ce séisme, ils ont maintenant une expérience avec le séisme. C'est une expérience qu'ils ont acquis hier. C'est pour la première fois qu'ils assistent à un séisme, qu'ils vivent un séisme. C'est une expérience qui va les rendre plus préparés pour les autres. Justement, avez-vous des conseils à leur donner à ces Marocains qui ont vécu 2 séismes en l'espace de moins de 2 ans? Y a-t-il des mesures de prévention à adopter en cas de tremblement de terre? Ah oui, les préventions, c'est toujours les mêmes. D'abord, il ne faut pas... Voilà à quoi ça sert une expérience avec le séisme. La panique, peut-être la prochaine fois, la panique de certaines personnes va diminuer. Et donc, il faut déjà garder une certaine... Oui, on a peur de mourir, on a peur du séisme, ça fait peur. Mais si on a déjà vécu un séisme, ou si c'est la première fois, il faut faire le maximum pour se contrôler. Et donc, allez, si vous voulez sortir de chez vous et aller dans un endroit découvert où il n'y a rien qui peut vous tomber dessus,
il faut aller dans ces endroits-là, il ne faut pas rester près des murs. Et donc, arrêter, il faut couper l'eau, le gaz et l'eau avant de sortir. Et puis, aller dans un endroit à découvert et attendre que la crise sismique évolue peut-être vers la fin de la crise sismique. Et puis, on revient chez soi. Et donc, il faut Mais déjà, lorsque la terre tremble, chez soi ou dans le travail, il faut se protéger. Ça, c'est l'étape de la protection. Il faut se protéger, surtout la tête. Voilà, se mettre à l'abri dans un coin d'une chambre ou bien se mettre sous une table. Ce n'est pas une table en verre. Et donc, se protéger. Après l'arrêt de la première secousse, la secousse principale, on passe à l'étape de l'évacuation. On s'évacue et donc il faut aller dans un endroit, comme j'ai dit, où il n'y a aucun danger, ou un endroit à zéro danger. C'est les points de rassemblement, les fameux points de rassemblement. Il faut généraliser les points de rassemblement dans les zones sismiques, que ce soit au nord, que ce soit ici à Agadir, dans la plaine du Sus. Je vous remercie, Monsieur Hassan Kilali, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station sismique éducative Princesse Lalla Aïcha d'Agadir. Maroc, Arabie Saoudite, la coopération bilatérale en matière des affaires du Hajj et de la Umrah s'intensifie entre les deux royaumes. Aujourd'hui, à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, s'est entretenu avec le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, Tawfiq bin Fawzan al-Rabi'a. Au cœur des entretiens, des moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière d'accueil des pèlerins. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à consolider la coordination entre les deux pays frères au service des pèlerins en vue de leur garantir un voyage sûr et fluide pour accomplir les rites de la Umrah dans un climat empreint de sérénité et de recueillement. Également à l'agenda du ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette déclaration d'intention conjointe signée aujourd'hui à Rabat avec le ministère fédéral de l'Intérieur de la République d'Allemagne. À la clé, une coopération bilatérale consolidée dans le domaine des affaires religieuses. Les dispositions de cet accord qui entreront en vigueur dans les plus brefs délais concernent en particulier la communauté marocaine résidant en Allemagne, ainsi que les milieux islamiques dans ce pays. Le document inclut un volet relatif à la coordination et la concertation sur la formation des encadrants religieux et des imams. La Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à la discussion du rapport annuel au titre de 2023-2024 de la Cour des comptes. Séance marquée par les interventions des élus au sujet des recommandations contenues dans ce document. Les députés ont mis l'accent sur l'importance de renforcer les missions de la Cour des comptes en matière de suivi et d'évaluation, de renforcement de la gouvernance financière et du contrôle des dépenses publiques au service du citoyen. Saluant la pertinence des interventions gouvernementales dans divers domaines, notamment ceux liés à l'agriculture, à l'eau et à la digitalisation. Mobilité durable, le Maroc confirme sa position de leader africain de la décarbonation des transports. Un leadership réaffirmé lors du Green Impact Expo and Summit 2025. Le sommet s'est ouvert aujourd'hui à Casablanca. Cet événement majeur de la transition vers la mobilité durable et verte réunit industriels, décideurs politiques et innovateurs des 4 coins du continent autour des solutions de décarbonation en Afrique. C'est un reportage de Saïd Ali Abdelrahman Zian avec le récit de Maria Ouad. À l'heure où la question climatique est au centre des préoccupations mondiales, experts, décideurs politiques et acteurs du secteur privé ont répondu présents à l'appel de cette première édition du Green Impact Expo Summit, une exposition aux allures de plaidoyer environnemental dont la vocation est de mettre en lumière des solutions durables afin de réduire l'empreinte carbone, notamment dans le domaine des transports. Le Green Impact Expo Summit est un événement majeur dans le paysage écologique et sa thématique est celle de la mobilité durable. Elle s'inscrit dans la dynamique nationale pour trouver des solutions innovantes à la question environnementale ou comment
également accompagner la transition écologique dans le domaine automobile. D'ailleurs, le Maroc, guidé par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est devenu un leader mondial de l'industrie automobile. C'est dire l'impact de cette exposition. Leader incontesté de l'industrie automobile sur le continent, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'impose en quelques années seulement comme étant le plus grand constructeur africain de véhicules électriques. Tous les camions, les voitures et les tricycles qui sont exposés ici sont 100% électriques. Tous fonctionnent sans aucune émission polluante. C'est une immense prouesse technologique car c'est grâce à des modèles comme celui-ci que l'on peut essayer de réduire l'empreinte carbone au Maroc avec, pourquoi pas, des répercussions au niveau mondial. Engagés ensemble dans la transition vers une mobilité plus verte et inclusive, le Maroc bénéficie du soutien d'acteurs engagés, notamment celle des partenaires français. L'idée est de renforcer le partage d'expertise, aboutissant à une coopération internationale renforcée. Toute cette opération conforte notre position et nos accompagnements mutuels sur les sujets de la mobilité. Les contrats qui ont été signés par notre président de la République qui est venu nous rendre visite au mois d'octobre. Et en fait, on s'inscrit dans la continuité et dans l'accompagnement, comme toujours, entre la France et le Maroc. Au Maroc, ce sont aujourd'hui près de 40 000 voitures électriques qui sont construites chaque année. Mais, fort de sa stratégie ambitieuse en matière d'énergie renouvelable, le Maroc ambitionne de concevoir 100 000 voitures écologiques à l'horizon 2025, devenant ainsi le premier exportateur mondial de batteries électriques à destination de l'Europe et de l'Amérique. Actualité internationale, le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël à Gaza, mis à l'épreuve après les nouvelles déclarations de Donald Trump. Le président américain a promis l'enfer au Hamas s'il ne relâchait tous les otages israéliens d'ici samedi. Le Hamas avait annoncé le report de la prochaine libération prévue par la trêve en vigueur à Gaza, accusant Israël de violer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier, après 15 mois de guerre dévastatrice. Le Liban a un nouveau gouvernement. Après plusieurs semaines de difficiles tractations, le Premier ministre Nawaf Salam a formé un exécutif composé de 24 ministres, dont 5 femmes, mettant ainsi fin à plus de 2 ans de gouvernance intérimaire. Un gouvernement placé sous le signe de la réforme financière et de la reconstruction du pays, le pays confronté à une grave crise économique. Autre priorité sur la table du nouveau gouvernement libanais, la stabilité et la sécurité, ainsi que le rétablissement de la confiance entre les citoyens et l'État, entre le Liban et ses voisins arabes et entre le Liban et la communauté internationale. Avec ses 3369 mètres d'altitude, c'est le plus haut volcan actif d'Europe. L'Etna connaît une éruption majeure. Son activité volcanique s'est intensifiée au cours des dernières heures. Une fontaine de lave s'éteint au-dessus de l'île de Sicile, en Italie. Elle émerge d'une fracture du cratère de la Bocca Nuova, divisant le flanc du volcan en deux. Retour chez nous dans les villages du Moyen Atlas. Les terrains agricoles affichent une bonne santé suite aux dernières précipitations observées cet hiver dans la province. Les sols humides se prêtent parfaitement à la saison. Les agriculteurs profitent de l'éclosion des cultures pour appliquer les engrais. Une étape indispensable à la réussite du cycle de production. Ahmed El-Fadeli et Zakaria Moukinbillah. Des cours d'eau et des affluents bien approvisionnés en ressources hydriques après les récentes précipitations. Dans la province d'Ifrane, ces pluies ravivent les espoirs des agriculteurs d'une bonne saison. Ils se mettent aussitôt au travail pour l'entretien des exploitations agricoles. En cette période, il est question d'appliquer engrais et pesticides.
Après les dernières précipitations, les cultures font face à quelques problèmes, comme certaines maladies et des plantes parasites que nous devons enlever. Ici, nous cultivons de la fève et des petits pois. Les dernières pluies sont bénéfiques aux cultures. Nous entretenons les exploitations en dégageant les plantes indésirables qui affectent le rendement de la culture principale qui est l'ail. Par la suite, nous ajoutons des engrais pour permettre aux plantes de croître. Diversité du climat et de l'environnement naturel, fertilité des sols et disponibilité des ressources hydriques, ces atouts offrent un cadre approprié pour l'investissement dans le secteur agricole et favorisent une diversité des filières de production agricole. Les dernières pluies ont un impact positif. Ces précipitations ont atteint 125 mm dans la province d'Ifrane, qui est réputée pour des cultures variées, céréales, cultures fourragères et arboriculture. La superficie agricole utile représente 20% de la superficie totale de la province, soit 355 334 hectares. L'agriculture représente un véritable levier économique avec une contribution de plus de 21% au PIB de la région Fès-Meknès, qui arrive en deuxième rang en termes de contribution au PIB agricole national. Et avant de refermer ce journal, je vous invite à faire une escapade à l'autre bout du globe pour vivre l'un des temps forts de la vie japonaise. La saison est juste parfaite pour admirer les sakuras, comprenez les cerisiers en fleurs. Les habitants de la capitale nippone convergent vers les parcs pour apprécier cette variété de cerisiers qui fleurit dès le mois de février. Et c'est sur ce bel avant-goût printanier que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Al-Oula.